Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Et au programme, aujourd'hui, Bien dans son job, le président de l'Institut français des administrateurs. Il est notre invité. Qui sont ces femmes et ces hommes qui sont membres d'un conseil d'administration et qui jouent un rôle essentiel dans l'entreprise? On en parle avec lui dans quelques instants. Smart Recrutement, vous connaissez notre rubrique. Chaque semaine, une entreprise vient nous présenter ses offres d'emploi. Aujourd'hui, l'entreprise Champion Spirit avec son fondateur, vous le verrez dans quelques instants, qui est un champion de boxe thaï, devenu un entrepreneur, un chef d'entreprise. Il sera avec nous dans quelques instants. Le cercle RH, notre débat, le débat quotidien de Smart Job, les entreprises de sécurité face au défi du pass sanitaire avec une pénurie de main-d'œuvre. On fera le point évidemment avec des experts de ce sujet, des entrepreneurs évidemment. Et puis on s'intéressera aussi à l'évolution de ces métiers qu'on appelle vulgairement des vigiles, mais qui se sont transformés. On en parlera dans quelques instants dans notre débat. Et puis on terminera avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth, évidemment l'incontournable. Le recruteur n'est pas un psy, ou mon psy d'ailleurs. On en parlera avec lui dans sa tribune dans quelques instants. Tout de suite, bien dans son job. Bien dans son job, avec aujourd'hui peut-être la question bien dans son conseil d'administration. On va parler, vous l'aurez compris, des administrateurs. On connaît souvent le nom du PDG, du CEO, qui sont des personnalités médiatiques qui s'expriment dans les médias. Très rarement les membres d'un conseil d'administration. Denis Thérien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous êtes très occupé. Vous êtes président de l'IFA, l'Institut français des administrateurs, et puis CEO Europe du Sud de Salesforce. Mais aujourd'hui, vous êtes venu avec votre casquette de président de l'IFA. Je précise par ailleurs, c'est intéressant dans l'échange qu'on aura dans quelques instants, que vous êtes vous aussi administrateur. Et donc, voilà, vous vivez cette fonction pleinement. D'abord, un petit mot, parce que c'est une institution qui pèse, qui a de l'influence et qui est peu connue. C'est quoi l'IFA exactement ? L'IFA est effectivement moins connue du grand public. En revanche, elle regroupe plus de 3000 administratrices et administrateurs qui se réunissent très régulièrement. À peu près 500 se réunissent tous les mois pour réfléchir sur comment améliorer la gouvernance. Donc on a une raison d'être, c'est des administratrices et administrateurs engagés pour une gouvernance responsable, créatrice de valeurs durables en veillant au bien commun. Et sous cette raison d'être, donc on réfléchit ensemble, soit dans des groupes de travail, sur des sujets tels que le climat et la gouvernance, ou l'ESG, ou sinon, moi, en tant que président du comité de nomination, comment je peux mieux comprendre les évolutions aujourd'hui avec la crise et autres. Et aussi, on a toute une activité de formation pour les administrateurs et administratrices. Communauté de nomination et puis de rémunération, parce que ça renvoie évidemment au travail mené par Marie-Jo Zimmermann, la députée qui avait fait voter cette loi Copé-Zimmermann, avec les femmes au sein des conseils d'administration augmentant, et ça a plutôt fonctionné. Puis il y avait un débat aussi sur les fameux comité de rémunération, parce que c'est un cénacle un peu particulier qui va valider ou pas l'augmentation du PDG. D'abord, ce sont des gens très engagés. Ça vous va, ma présentation? Femmes et hommes de l'ombre, finalement peu connus, mal connus, dont la mission finalement n'est peut-être pas assez valorisée. Alors je ne dirais pas de l'ombre, je dirais au contraire femmes et hommes engagés, mais qui ne sont pas publics. Ce sont le portrait type de l'administratrice ou de l'administrateur. Elle a 55 ans. Elle a été avant directrice financière d'une société de cosméto, par exemple. Donc elle connaît bien le monde des cycles courts. Et elle va être au conseil d'administration d'une société de services. Voilà. Ce qui est important pour être administratrice et administrateur, c'est d'aimer faire plutôt que faire, à la différence du DG qui fait. Et aussi d'être formé, parce qu'il ne suffit pas de se dire administrateur pour l'être. C'est comme journaliste ou agriculteur, c'est pas parce qu'on se dit journaliste qu'on est un journaliste et même un bon journaliste. Vous voulez dire quoi? Il y a le temps, il y a l'expérience, il y a la maturité, c'est ça aussi le poids d'un administrateur? Absolument. Si jamais on regarde les 4 rôles du conseil d'administration, c'est quoi? Premièrement, il faut nommer le DG, décider comment il va être rémunéré et l'aider à faire sa mission. Et donc, pour nommer un DG, c'est mieux d'avoir autour de la table des gens divers, on viendra tout à l'heure sur la diversité, qui ont différents points de vue et qui comprennent bien quel est ce rôle de DG. Deuxièmement,
le conseil d'administration est là pour valider la stratégie et voter le budget. Donc là aussi, il faut avoir une expérience de qu'est-ce que c'est qu'une stratégie, avec des expériences réussies et ratées, les deux, et après, qu'est-ce que c'est qu'un budget. Troisièmement, c'est s'occuper de la communication de l'information financière aux actionnaires. Et dernièrement, c'est contrôler les risques. Donc il y a quand même certains savoirs qu'il faut avoir. Et donc l'IFA, nous sommes engagés à aider à améliorer la gouvernance en réfléchissant ensemble et en formant aussi. Et quelqu'un qui, alors pour moi, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans les conseils d'administration. J'ai commencé dans les premières start-up dans lesquelles j'avais investi. Cofidis aussi Oui, alors ça, j'ai continué par après. Voilà, par des entreprises de type Cofidis. Quand même, c'est intéressant, le débat qui souvent est posé dans les médias mainstream, de dire finalement le conseil d'administration ne fait qu'entériner et qui n'a pas autant de pouvoir que cela. Vous vous dites exactement l'inverse. Absolument. Non, mais vous voyez, ça tord le cou à certaines idées reçues. Le conseil d'administration, in fine, a le pouvoir de décider de la stratégie et de la femme ou de l'homme qui a mené cette stratégie. Et donc, il y a une responsabilité très forte. D'ailleurs, on est responsable juridiquement des décisions que l'on prend dans un conseil d'administration. On est engagé juridiquement. On est engagé juridiquement. Parlons de la formation, de la diversité, de la discrimination positive, puisque la loi Zimmermann, c'était cette idée d'introduire par la loi la présence de femmes dans ces conseils d'administration. Vous allez encore plus loin, vous dites, il faut quoi ? Il faut de la diversité, il faut une forme de mixité sociale. Comment on fait là ? Alors, personnellement, je suis convaincu que la diversité améliore la qualité de la prise de décision. Parce qu'on regarde un même événement ou d'une même situation de différents points de vue. Bien sûr. À partir du moment où on est convaincu de ça, on essaie de voir quels sont les éléments de diversité. Donc le premier, c'était homme-femme. Le deuxième, c'est dans les talents. Le troisième, c'est dans l'expérience. Et c'est une combinaison de savoir-être et de savoir-faire. Donc, si jamais on regarde sur la diversité des sexes, je me réjouis de la loi Copé-Zimmermann qui a fêté ses 10 ans. 40%. Aujourd'hui, c'est 46%. Un peu plus de 40%. C'était 12,5% avant la loi. C'est ça. Donc, en 10 ans, le nombre de femmes au conseil d'administration est passé de 12% à 46%. On peut s'en réjouir. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est que dans cette évolution positive, ça a aussi rajeuni les conseils d'administration. C'est vrai. Aujourd'hui, l'âge moyen dans un conseil, je l'ai dit tout à l'heure, c'était 55 ans. C'est 65 ans aux États-Unis. Et la France est le pays qui a le plus grand nombre, la plus grande diversité de gens. On a des gens dans les conseils d'administration en France qui ont en dessous de 40 ans et des gens qui ont au-dessus de 70 ans. Dans d'autres pays où il n'y a pas eu ces lois, alors c'est généralement des gens de 60 à 70 ans ou à 80 ans qui sont dans des conseils et qui se ressemblent plus. Une sorte d'endogamie sociale, pour le coup. Un petit peu. En fait, dans le discours que vous menez, au niveau de la formation, de la qualité de la formation, c'est un message que vous faites passer aussi, ça, à ces administrateurs qui passent ici à l'IFA, dans votre institution. Absolument. Et enfin, ils ont eux-mêmes l'expérience. Alors, on fait des formations soit inter-entreprises, une entreprise qui dit, voilà, on a des nouveaux administratrices et administrateurs, venez nous aider à les former. Ou inter-entreprise, par exemple, il y a eu beaucoup d'administrateurs salariés qui sont arrivés dans les conseils d'administration et on les forme entre eux. C'est pas rien quand même pour un salarié. Et on fait aussi des certificats avec plusieurs écoles, que ce soit Sciences Po, HEC, Audencia. Qui valident une certaine formation. Et ça dépend. Soit je veux me former parce que j'ai mon ETI familial et je veux me former sur qu'est-ce que c'est que la gouvernance d'une ETI familiale, qui est très très différente d'une gouvernance d'une société cotée, bien sûr, qui est très différente d'une ETI, d'une start-up par exemple. Bien sûr. Et chaque gouvernance a une spécificité et donc l'IFA aide d'abord à définir qu'est-ce qui est spécifique et après à former les administratrices et administrateurs. Comment on renouvelle, je dirais, la physionomie d'un conseil d'administration ? On parlait de diversité. Comment on les trouve, ces talents venus des quartiers pleins d'initiatives, pleins d'énergie, avec un regard un peu oblique qui viendrait un peu bousculer ces conseils d'administration aux cheveux blancs, pour être caricatural? Comment on va les chercher? Alors déjà, les conseils d'administration ne sont plus aux cheveux blancs. Oui, c'est ça. Je savais que j'allais vous agacer. Ne le sont plus. Voilà, ce sont des femmes et des hommes, en moyenne 55 ans. Donc aujourd'hui, ce sont beaucoup des gens qui sont très actifs aussi, qui ont un rôle professionnel ou un rôle dans la société civile et qui en même temps ont à peu près 2 à 3 conseils.
Voilà aujourd'hui la physionomie de l'administratrice. Ce sont des professionnels, excusez-moi d'être des conseils d'administration, sont des gens qui savent faire et qui, parce qu'ils l'ont appris. Je suis DG d'une boîte et en même temps, je suis dans 2 conseils d'administration et dans un conseil un comité stratégique et en même temps, je préside l'IFA. Et donc, c'est cette expérience diverse qui peut aider les sociétés dans lesquelles on est au conseil. Donc, je reviens pour comment cette évolution se fait. Quand on est élu dans un conseil d'administration, c'est pour 3 à 4 ans. Et on recommande que les gens ne soient pas élus plus que 12 ans dans un conseil d'administration. Parce qu'on s'use, parce qu'on n'a plus d'idées, parce que... C'est pas ça. C'est qu'après une dizaine d'années, on n'est plus indépendant. Et l'indépendance au sein d'un conseil d'administration est très important. Aujourd'hui, à peu près, si jamais on fait des études tous les ans avec Etiquette Board, et on analyse les conseils d'administration du SBF 120. Et aujourd'hui, SBF 120, donc c'est 120 plus grosses sociétés cotées en France. Et aujourd'hui, on voit que 60% des administratrices et administrateurs sont indépendants de la société. Et ça, c'est bien parce qu'ils ont le bon recul sur l'entreprise. Et donc plus de liberté pour choisir, Absolument. pour décider. Mais on va même c'est ça plus la loin. réalité. Absolument, on va même plus loin. On a par exemple publié une réflexion sur la gouvernance des ETI familiales. Donc là, on a madame qui a créé sa boîte ou qui l'a héritée, qui l'a montée, elle est chez elle, c'est elle la patronne. Mais elle s'aperçoit que le monde est quand même plus complexe. Le monde aujourd'hui, c'est comment je réfléchis sur le changement climatique, comment je réfléchis sur la digitalisation du monde, comment je réfléchis sur la géopolitique, comment je réfléchis sur ma responsabilité sociale et sociétale. Bien sûr. Donc ça, c'est des sujets là, très divers. l'IFA, elle vous dit, Monsieur Terrien et votre équipe, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Et là, elle peut nous appeler. Voilà, en disant, mais comment on fait ? Là, on lui dit, premièrement, on peut vous aider à vous former. Et deuxièmement, on a fait un petit rapport, comme vous avez ici. Je vais les montrer. Qui parle donc comment on a une bonne gouvernance d'ETI familiale. Une des recommandations, encore une fois, une ETI familiale n'a rien à voir avec une société cotée du CAC 40. Tout à fait. On dit, commencez avec, par exemple, 2 administrateurs indépendants. Commencez comme ça. Petit. Oui, parce que c'est difficile de lâcher du pouvoir. C'est ça la réalité aussi d'une patronne d'ETI. C'est compliqué de... Non, ça pose cette question. Oui et non, c'est plutôt avoir l'humilité d'être challengé. C'est ça. Parce que c'est pas lâcher du pouvoir. In fine, c'est ceux qui détiennent le capital qui peuvent décider. Mais à un moment, c'est une certaine humilité de dire, il y a des choses que je fais très très bien et j'accepte que d'autres personnes vont m'apporter des choses sur lesquelles je comprends moins. C'est moi où j'ai moins de temps pour pouvoir me pencher. Aussi, dans ces sociétés familiales, ce qui est intéressant, c'est quand il faut nommer le successeur à la présidence. Bien sûr. Alors effectivement, il y a la personne de famille qui va venir se présenter. Est-ce que c'est elle la meilleure personne ? Donc l'intérêt de quelqu'un à l'extérieur, d'indépendant. Exactement. Avant de nous quitter, parce que vous l'êtes administrateur et vous êtes en même temps DG Europe, donc vous avez finalement un pied des 2 côtés. En introduction, vous disiez, mais l'administrateur, il doit faire. C'est plus lui qui fait. Ils font toujours, les DG. Est-ce que ça applique ? Est-ce que ça délivre, pour utiliser un mot comme ça utilisé dans le business ? Eh bien, ça, c'est la responsabilité du conseil d'administration de faire le point chaque année. J'ai été président du comité de nomination et rémunération d'un grand groupe dans le textile. Et donc, je fixais les objectifs au DG. Et à la fin de l'année, on regardait si les objectifs ont été atteints, oui ou non. Et on refixait les objectifs à venir. Le grand oral de fin d'année pour les DG qui n'ont pas les pleins pouvoirs, puisqu'on l'aura compris, il y a les conseils d'administration des femmes et des hommes qui jouent un rôle éminent et essentiel. Denis Terrien, merci. Avant de nous quitter, je voudrais quand même montrer ces rapports qui sont des rapports sur lesquels j'imagine qu'ils sont lus par ceux qui veulent soit démarrer ou qui veulent tout simplement en savoir un petit peu plus. L'IFA, de la start-up à la licorne pour une gouvernance de croissance, qui est un des rapports de l'IFA. Je vous le montre. On peut les trouver, j'imagine, évidemment en consultant le site de l'IFA, évidemment. Absolument. Et puis celui-ci que je trouve passionnant, les conseils d'administration et l'information extra-financière, qui est un sujet d'inquiétude souvent pour les dirigeants d'entreprise, un rapport détaillé sur ce sujet en particulier. Donc j'invite toutes celles et tous ceux qui se posent des questions sur devenir administrateur, rejoignez-nous
rejoignez-nous et aidez-nous à créer une gouvernance plus responsable pour créer de la valeur durable. Avant de nous quitter, pour ceux, on a une rubrique juste après qui s'appelle Smart Recrutement. Pour ceux qui voudraient devenir administrateurs, comment on fait? Ils vous envoient le CV? C'est vous, ils se présentent? Comment ils font? Alors, comment ils font? Généralement, les premiers conseils d'administration, c'est par des amis dont on a C'est le réseau. Au début, c'est généralement un réseau. Pour les ETI, les petites boîtes ou les fondations, associations, c'est généralement ça. Mais quand on arrive après sur des sociétés cotées, c'est plus des cabinets de chasse de tête qui s'en occupent. Pour choisir le bon profil. Exactement. Et surtout, avoir cette complémentarité des talents en ayant en même temps la collégialité de la décision. Bien sûr. La diversité, mais en même temps se réunir quand même pour décider tous ensemble. Absolument. C'est pas la foire d'empoigne. Merci Denis Thérien d'être venu président de l'IFA, l'Institut française des administratrices et administrateurs. Vous n'avez pas dit tout à l'heure dans cette présentation. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous reviendrez régulièrement, je l'espère, nous faire part des projets, de vos travaux et puis tout le travail que vous menez au sein de l'IFA. Je rappelle que vous êtes le CEO de Salesforce Sud Europe, Europe du Sud. Merci de nous avoir rendu une visite. Tout de suite, Smart Recrutement, je vous l'annonçais, c'est une entreprise qui, chaque semaine, vient nous présenter ses offres d'emploi. On accueille tout de suite, vous allez le voir, un profil intéressant d'entrepreneur, ancien champion de boxe thaï. Il a monté son entreprise et il est avec nous. Smart Recrutement, notre rubrique hebdomadaire. Chaque semaine, une entreprise vient nous présenter ses offres d'emploi. J'accueille Abdoulaye Fadiga. Bonjour Abdoulaye. Bonjour. Vous êtes fondateur de Champion Spirit. C'est votre entreprise, c'est vous qui l'avez créée. D'abord, un petit mot, parce que votre parcours il est quand même très atypique et c'est toujours intéressant d'accueillir des champions du monde. 4 fois champions du monde. En boxe thaï. 1 fois chez les amateurs et 3 fois chez les professionnels. 3 chez les pros, 1 chez les amateurs. 9 fois champion de France, oui. 73 combats, 68 victoires, 54 KO. On est bien en boxe thaï, qui est un sport absolument incroyable en matière de préparation physique, parce que c'est un sport complet. Vous avez, j'imagine pas totalement raccroché les gants, mais là vous devez vous amuser maintenant, et vous êtes évidemment à la tête de cette entreprise que vous avez créée, Champion Spirit. Juste avant de nous présenter vos offres, vous avez des offres d'emploi à nous présenter, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur le plateau aujourd'hui. Quelques mots sur, on l'a fait la semaine dernière, cette émission, la reconversion d'un sportif. Qu'est-ce qui fait que vous passez de la boxe thaï à l'idée de créer dans des hôtels de luxe un service adapté à presque toutes les demandes? Okay. Comment ça bascule? Alors c'est arrivé de fil en aiguille. D'abord l'enseignement sportif au début, et puis ensuite je me suis rendu compte de la nécessité d'avoir des espaces sportifs dans certains endroits. On va dans un hôtel par exemple 5 étoiles où il y a un certain nombre de prestations dans tous les aspects de l'hôtel, et on va voir, et pas dans le sport. Il y a des spas qui sont là depuis des salles de muscu, tout le temps. Des salles de muscu, mais qui ne sont pas habitées. C'est parfois un peu obséquieux. Il n'y a pas vraiment une ambiance de travail. Et l'idée, c'est d'installer une ambiance de travail dans une salle de sport qui doit rester une salle de sport, même si c'est dans un hôtel 5 étoiles. Champion Spirit, on va commencer tout de suite, évidemment, par la question traditionnelle de cette rubrique. Combien de salariés ou d'emplois proposez-vous chez Champion Spirit là, pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on propose 100 emplois d'entraîneurs sportifs qualifiés et principalement des anciens athlètes de haut niveau ou des personnes diplômées avec un diplôme de second cycle. Un peu de votre profil, c'est-à-dire des gens qui ont pu faire de la compétition à haut niveau et qui sont des très bons enseignants. Alors, il y a un élément intéressant, c'est que vous avez besoin de profils de haut niveau sportif, pas qu'en boxe thaï, on est rassuré, ça peut être autre chose, ça peut être de la préparation physique, ça peut être... Et ils doivent parler quand même, j'imagine, des langues étrangères. C'est ça, en tout cas, on doit savoir quelle langue ils parlent. C'est hyper important, certains doivent parler chinois, d'autres indiens, d'autres russes. C'est important dans le choix du professeur de pouvoir savoir un petit peu quelle langue il va parler. En fonction du public, en fonction des besoins. Parce qu'un hôtel, vous pouvez avoir une famille russe, une famille chinoise, une famille indienne, et il faut pouvoir répondre à toutes ces demandes. C'est presque un casse-tête. Ceux que vous recrutez aujourd'hui, il faut qu'ils soient diplômés de quoi? Leur diplôme d'éducateur, de moniteur, c'est quoi les profils? Diplôme d'entraîneur sportif. D'entraîneur sportif, d'accord. Après, en fonction du niveau de compétence, on attribue différents niveaux d'entraînement. Certains ont des doctorats, d'autres ont des masters, d'autres ont des brevets professionnels.
Et certains sont champions du monde, d'autres champions de France. Certains n'ont pas de titre parce que c'est des maîtres du yoga et c'est pas des C'est disciplines vrai. qui. Il n'y a pas de diplôme qui le justifie. Les titres, mais du coup, on aime bien qu'ils aient parcouru un certain nombre de kilomètres dans leur art. Ou l'expérience qui correspond à. J'ai 10 ans d'expérience dans le yoga. J'imagine C'est ça. que le yoga est très demandé. C'est ça. La relaxation. Très concrètement, on part de zéro. Là, les offres que vous nous faites s'appuient sur déjà 100 entraîneurs sportifs ou on part de zéro là? On a déjà 50 personnes. Plus 100. Plus 100 pour pouvoir être plus agile. Parce que la clé de notre système, c'est d'avoir des entraîneurs disponibles et de ne jamais dire non. Il faut qu'on soit toujours capable de dire oui en 2 heures à peu près. C'est-à-dire, parce qu'un Le client- concierge appelle. le concierge appelle. La famille a besoin d'un entraîneur pour madame ou monsieur. Voilà, Et il faut que vous puissiez, vous, Champion Spirit, lui trouver quelqu'un. voilà, de manière le plus. Donc ça Au vous moins oblige- répondre rapidement. Répondre rapidement. Évidemment, les hôtels doivent bénéficier des installations adaptées. Vous Exactement. apportez le matériel dans votre entreprise ou tout est déjà sur place? Alors certains hôtels avec qui on est en contrat, on a déjà le matériel, déjà l'espace sportif et on maîtrise le lieu, on l'occupe comme on le souhaite. Et d'autres hôtels où on est juste intervenant et on intervient ponctuellement. Alors Abdoulaye, c'est intéressant et important de le signaler, le statut de ces salariés, parce que les entreprises, dans cette rubrique qui nous dit CDD, CDI, j'ai le sentiment que là, le profil, c'est pas tout à fait ça que vous cherchez. Alors il y a les CDI qui sont les personnes en charge, aide coach, on appelle ça. C'est le coach qui va être présent tout le temps, connaître l'ensemble des clients, maîtriser le lieu. L'accueil client. C'est ça. Et à côté, on a les indépendants disponibles qui sont plutôt des gens qui habitent ou qui exercent pas loin de l'hôtel. Mais on recherche pour Paris, on cherche aussi pour Bordeaux et pour différentes villes. Donc les villes, effectivement, les listons-là, il n'y en a pas beaucoup en France. Paris, Lyon, Bordeaux, Bordeaux, la région de Nice, Cannes. le Voilà. Sud, la Côte d'Azur, Et évidemment. Et Lille. Oui. Et Lille aussi. Oui. Là, pour l'instant, c'est pourvu ou pas, Lille, par exemple? Non, c'est pas pourvu pour l'instant. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelques hôtels que vous ciblez dans lesquels vous allez installer votre staff Exactement. qui devra être présent. Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de souplesse dans les horaires. Avant de nous quitter, très concrètement, on fait comment si ceux qui nous regardent ou des proches regardent l'émission, on vous contacte directement sur Champion Spirit, il y a un on nous onglet. contacte par mail. Voilà, sur le site internet, il y a une rubrique de contact. Et on peut nous contacter directement là-dessus sur manager@championspirit.com. J'imagine qu'avec vos activités et le développement de l'entreprise, c'est quand même pas vous qui recrutez. Si vous les Non. rencontrez un par un, c'est parce qu'il faut quand même être suffisamment compétent en sport, c'est votre cas, pour savoir si cet éducateur tient la route ou pas. Alors, c'est pas moi qui recrute directement. On trie d'abord les CV et Bien ensuite sûr. je rencontre chacun des entraîneurs parce que j'ai à cœur l'autorité de compétence. Il faut absolument que l'entraîneur qu'on recrute ait une certaine compétence et qu'on puisse l'évaluer et être sûr qu'il correspondra aux attentes. Et puis une façon aussi une façon d'être aussi avec la clientèle. J'imagine que c'est très important. Il y a une évaluation, j'imagine, un retour du client ou de l'hôtel. Comment ça se passe? Oui, il y a un retour, on a un système de notation qui permet d'être sûr d'avoir toujours une qualité d'accueil et un service impeccable. Parce qu'on est en fait on est dans le sport, oui, mais on est aussi dans l'expertise, donc il y a des données qui sont importantes, et aussi dans l'accueil 5 étoiles. Accueil 5 étoiles. Et puis il faut quand même savoir qu'un certain nombre de clients que vous recevez, ce sont des gens qui, pour certains, sont aguerris dans leur sport et donc ont besoin aussi de progresser. Ce n'est pas forcément des débutants. Donc il faut que la personne en face soit forte. Oui, on a des champions du monde de football, de boxe, de golf, on a des athlètes de haut niveau, donc il faut être capable de pouvoir être plus compétent. D'apporter une valeur ajoutée. La relation maître-élève, donc du coup, il faut que le professeur soit vraiment compétent. Donc ça veut dire que dans votre choix de recrutement, il y a quand même un travail vraiment très précis de ne pas se tromper au moment où vous recrutez. Voilà, on doit être sûr que la personne est un expert dans son domaine. Et les langues, on le redit, j'imagine le russe, le chinois, Russe, chinois, l'indien, anglais, arabe, évidemment pour l'espagnol, bien sûr. Et l'espagnol pour le public du Moyen-Orient et le public américain aussi qui parle de plus en plus espagnol d'ailleurs. C'est ça. La France d'abord, avant de nous quitter, puis peut-être que vous allez vous orienter. Ça existe ailleurs Ça existe ailleurs. On a déjà quelqu'un qui est parti d'ailleurs la semaine dernière pour développer le projet en Chine. Et puis après, on est présent dans des hôtels, notamment à Londres, au Portugal, en Allemagne. Voilà. Donc vous développez en Europe et à l'international. International également. J'imagine, avant de nous quitter, Abdoulaye Fadiga, quand vous vous présentez, votre CV de sportif de haut niveau, ça joue énormément dans le business. Ça joue pour rassurer sur la compétence et l'expertise dans mon domaine qui est la préparation physique générale et la boxe. Ensuite, il y a d'autres domaines où on a encore besoin de progresser. D'apprendre, on apprend tous les jours. Apprend tous les jours. C'est comme dans le sport d'ailleurs. Voilà. Merci, c'était un plaisir. Fondateur de Champion Spirit, 150
100 personnes. 100, que je ne dise pas de bêtises, oui, je survends un tout On est petit déjà peu. 50. 50, 100 emplois qui ont le diplôme d'entraîneur sportif. C'est ça. Et dans certaines matières, on l'a vu sur le yoga, Une expertise. une expertise évidemment de haut niveau. Et puis une capacité aussi d'accueillir ce public des hôtels Palace et hôtels de luxe. Merci d'être venu nous rendre visite. Abdoulaye Fadiga, Champion Spirit, il y a un onglet, allez jeter un œil si vous êtes intéressé. Voilà, c'était notre rubrique Smart Recrutement. On fait une courte pause, comme le veut la tradition, et puis on va retrouver nos invités du Cercle RH. Le débat, on va s'intéresser alors à un autre sujet où là, il y a un peu pénurie d'emploi aussi, ce sont les services de sécurité privée, on les appelle les vigiles. Avec le pass sanitaire, eh bien, ces entreprises ont vu les demandes exploser, et c'est vrai qu'elles ont du mal à répondre à la demande. On fera le point sur ce phénomène, puis on s'intéressera aussi à ces métiers de la sécurité privée qui sont en pleine évolution. C'est le thème de notre débat, c'est le Cercle RH, c'est juste après. Le Cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. Vous les avez rencontrés forcément un jour ou l'autre dans cette période de Covid. Ce sont les agents de sécurité, vous savez, ceux qui sont devant les grandes surfaces, devant ces lieux publics et qui vous réclament, alors parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, qui vous réclament votre passe sanitaire. Alors on les appelle de manière un peu impropre d'ailleurs des vigiles. C'est un peu dépassé, excusez-moi. Voilà, c'est pour ça que je le dis de manière impropre, je savais que j'allais me faire reprendre et on va en parler parce que ces entreprises qui ont connu une crise terrible pendant la période Covid, puisque tout s'est arrêté, les stades de foot étaient fermés, les zones aéroportuaires ne faisaient plus décoller d'avions. Évidemment, situation de chômage pour des dizaines de milliers de salariés. Et puis là, ça reprend très fort. Ça reprend tellement fort qu'on ne trouve plus ou pas de salariés, d'agents de sécurité capables de pouvoir répondre aux besoins. On reviendra d'ailleurs sur la polémique des recours au Conseil d'État, des fédérations des grandes surfaces qui demandent ce qu'on ne contrôle pas les passes sanitaires, parce que ça pose cette question. On va en parler avec deux invités, deux experts qui connaissent parfaitement ce secteur. Claude Tarlet, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes déjà venu sur notre plateau dans le débat de Smart Job, président de l'Union des entreprises de sécurité privée. On fera le point en matière de chiffres, c'est intéressant de savoir où on en est. Et puis on fera le point aussi sur la pénurie, parce que là, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. On vous écoutera dans quelques instants, puis on parlera de l'évolution du métier. Je sais que ça vous tient très à cœur, évidemment. Olivier Assine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Associé en charge de la sécurité et de la sûreté des entreprises chez PwC France. Alors, excusez-moi, maintenant je suis dirigeant de Sinogard, une entreprise de sécurité. Voilà. On ne me dit pas tout. Vous êtes dirigeant d'une entreprise de sécurité, mais laquelle ? Sinogard. Sinogard, voilà. Et par ailleurs, vous écrivez beaucoup, vous aimez bien écrire, on avait présenté votre livre précédent, votre dernier livre, Réussir professionnellement en 22 leçons, petit guide pour gravir les échelons, devenir plus performant ou tout simplement s'épanouir au travail. Vous viendrez le présenter dans notre rubrique Smart Livre, chez Legitech. Il est sorti en juin 2020. Vous y consacrez d'ailleurs quelques lignes, voire quelques pages à Claude Tarlet. Qu'est-ce que vous dites sur lui ? Que du bien. Que du bien. Non, j'ai un chapitre sur les mentors et Claude en fait partie. Voilà, c'est tout. Il a été un de vos mentors. Bien sûr. C'est beau, Quel ça. échange agréable. Oui, regardez, on est dans une émission de télé, on se dit des belles choses. C'est un honneur d'être à côté de lui. Et moi, je suis très heureux de vous accueillir. Vous étiez déjà venu, d'ailleurs, pour ceux qui suivent notre émission, il y a quelques mois. Claude Tarlet, avant de nous projeter sur cette pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on fait une émission sur l'emploi et les RH, évidemment, on s'intéresse à l'emploi. La crise qu'a traversé le secteur de la sécurité, je me souviens avoir fait une visio avec un chef d'entreprise lyonnais qui avait une entreprise de sécurité qui disait mais nous on a l'arme au pied, on n'a plus de stade de foot, l'aéroportuaire c'est au point mort, j'ai des dizaines de salariés, des centaines de salariés qui sont un petit peu en situation sociale très délicate. Ça a été une période très difficile pour votre secteur. Ce secteur a l'habitude de relever tous les grands défis de ce pays, il l'a montré pendant la période en effet de confinement. Le secteur aéroportuaire a été évidemment très mis à mal. La sécurité événementielle aussi. De manière très large. Les centres de formation se sont évidemment arrêtés.
Les transporteurs de fonds ont poursuivi, mais ont été ralentis parfois dans leur activité. Bref, pour l'ensemble de la filière économique de la sécurité privée, puisque on parle bien avec la Fédération française de la sécurité privée de l'ensemble des métiers, et pas simplement celui de la surveillance humaine. Ce sont les conseils, ce sont les transporteurs de fonds, ce sont ceux qui interviennent dans les aéroports, ce sont les installateurs aussi de systèmes, tous ceux qui les maintiennent. Lorsque les bâtiments sont restés vides pendant le confinement, tout le monde était en télétravail. Il a fallu installer dans l'urgence parfois des installations, les maintenir, les télésurveiller. Donc toutes ces entreprises ont continué à vivre pour maintenir finalement l'essentiel. Et puis dans les prestations traditionnelles de surveillance humaine, ce sont devant les milieux hospitaliers, devant les centres commerciaux, devant les laboratoires parfois, que nous avons mis en action des femmes et des hommes par milliers, souvent dans des conditions difficiles, dépourvus de moyens de protection suffisants, dépourvus de masques, et qui ont vraiment assuré une mission qui a été essentielle. Des premières lignes. Les premières lignes. Oui, parce qu'on a peu parlé des agents de sécurité, on a beaucoup parlé des grandes surfaces, mais Olivier Assine, ils étaient en première ligne. C'est les premières personnes qu'on rencontrait. Je ne sais pas pourquoi vous mettez ça au passé, parce qu'ils sont toujours, là. Et peut-être même encore plus que d'autres professions actuellement, puisque c'est eux qui vérifient les passes sanitaires, et ils doivent gérer l'agressivité d'un certain nombre de personnes, ce qui n'est pas simple. Donc oui, effectivement, ils sont en première ligne. La situation sanitaire, juste en matière d'emploi, CDD, CDI, quel était le statut de ces femmes et ces hommes, surtout des hommes, parce que l'État a quand même mis la main à la poche. Ces entreprises ont été soutenues, j'imagine. Alors, les entreprises qui ont vu leur activité cesser ont été soutenues. Bien sûr. Celles qui ont été appelées à mettre en place des effectifs en complément se sont organisées sans aide particulière. Il a fallu recruter. Alors, bien évidemment, par priorité, les forces vives de l'entreprise ont été sollicitées, souvent en heures supplémentaires, mais tout cela a une limite. Et puis ensuite, il fallait, dans le vivier, tenter de trouver des femmes et des hommes pour pouvoir assurer des missions qui ont été relativement longues pendant la période du confinement, très souvent en contrat à durée déterminée, parfois ou sous-traitance. Ceci a pu être mis en place, évidemment, dans des conditions difficiles. Et puis, en effet, et Olivier a raison de le dire, la sous-traitance a été aussi une des réponses, à condition qu'elle soit évidemment bien encadrée et régulée. Olivier Assine, la sous-traitance, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui à la tête, vous avez quitté PwC, vous êtes à la tête d'une entreprise de sécurité. Dans quel domaine particulier, toute la sécurité, tout le spectre qu'on a balayé, dans quel secteur exactement Très simplement, service global de sécurité ou service intégré, c'est-à-dire surveillance humaine, télésurveillance, transport de fonds, et puis accompagnement en matière de sécurité, donc du conseil pour accompagner sur la sécurisation d'environnement, de projets, de projets, différents types de projets. Des hauts et des bas. En cette rentrée, on a eu quelques articles, quelques interviews d'entreprises, de fédérations. Claude Tarlet est monté au créneau en disant « Attendez, nous, on est dans la pénurie. » C'est votre cas aujourd'hui? Vous êtes dans une difficulté de recrutement? Mais c'est plus que le cas, oui. On a une grosse difficulté. Et avec un point auquel je tiens, il y a une loi qui s'appelle la loi sécurité globale. Vous en avez entendu parler. Bien sûr. Qui, heureusement, ne l'impose pas, mais qui, quand même, insiste sur la réduction, voire l'élimination de la sous-traitance. Moi, c'est un de mes objectifs. C'est-à-dire que quand j'ai repris la société en janvier, on était à 35%. Mon objectif est d'aller vers 15%, donc réduire considérablement parce que je veux pouvoir contrôler la qualité. Et donc, c'est une condition sine qua non. Donc, vous voyez, vous avez effectivement des difficultés à recruter parce qu'il y a des besoins importants et en même temps, des lois qui n'imposent pas, mais qui incitent à réduire ce volet de possibilités à la sous-traitance. Ça, c'est très intéressant parce que ça touche quand même, Claude Tarlet, à la question de la qualité, à la formation. On est d'accord, pénurie de main-d'œuvre parce qu'aujourd'hui, il y a un besoin pour surveiller l'ensemble des portes des grands magasins, des grandes surfaces et de tous ces lieux. Il faut, à chaque porte, 2 ou 3. C'est combien de personnes pour une grande surface? Les centres commerciaux disaient qu'en moyenne, près de 2000 personnes étaient nécessaires pour couvrir 140 centres commerciaux. Globalement, à l'époque, on avait fait un petit peu les estimations avec l'ensemble des équipes. On estimait que plusieurs milliers de personnes seraient nécessaires pour, dans la durée, tenir. La difficulté est bientôt faite qu'on n'a pas de potion magique. Oui. Nous sommes déjà, sur les opérations qui nous sont confiées,
tout au long de l'année pour assurer la sécurité des infrastructures. Un flux tendu. Ensuite, la période des congés n'est jamais favorable au recrutement et en plus, on ne peut pas recruter n'importe quelle personne dans n'importe quelle condition. L'activité est réglementée, donc il faut une carte professionnelle. Avec des gens malades. Avec des gens malades, bien sûr. En première ligne, ils sont malades. En plus, c'est un métier, il faudrait un sondage, mais qui est quand même plutôt réticent à être vacciné. Donc on a une autre difficulté, c'est des personnels qui refusent d'aller sur les postes ou qui ne peuvent pas aller sur les postes parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Bien sûr, ils n'ont pas le pass sanitaire eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas accéder. Il faut bien comprendre que le pass sanitaire est une obligation qui a été définie par le gouvernement pour certains périmètres et sous certaines conditions. C'est l'exploitant qui est responsable et qui peut, sous son autorité, déléguer à tout ou partie de son propre personnel ou à une structure spécialisée de sécurité privée le soin de le faire. Mais quand il fait appel à une entreprise privée de sécurité, il doit s'assurer qu'elle dispose, d'un agrément, que les salariés disposent bien d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer ses activités, et puis 3, que, en effet, lorsque les conditions l'exigent, le salarié se trouve bien en possession lui-même du chemin vaccinal qui est exigé des autres. Or, l'employeur n'a aucune autorité pour exiger en la matière quoi que ce soit, ce qui rend, vous le voyez bien, extrêmement complexe la situation. Je vous la pose à tous les deux, vous êtes tous les deux des acteurs de cet univers professionnel. Il suffit d'avoir sillonné les grandes surfaces, d'avoir été interpellé par un agent de sécurité. On se dit, derrière ce métier, il y a quand même presque une entreprise d'insertion sociale. Est-ce que vous avez le sentiment-là ? Alors, le métier est depuis très longtemps... Je vois sourire Olivier Assine, mais c'est vrai, il y a cette notion-là, il faut l'aborder. Je vais laisser Olivier dire quelques mots et puis je préciserai. Non, mais on est effectivement un acteur social, il faut le dire. Il faut le dire, avec nos réussites, c'est-à-dire que moi je suis ravi, cette entreprise que je dirige, en fait, j'y suis rentré il y a 25 ans, je l'ai quittée et je la reprends en tant que dirigeant maintenant, et je vois des personnes qui ont progressé, c'est-à-dire d'agents... Ça les a fait grandir. Voilà, ça les a fait grandir, et donc là, il y a une vraie transmission, une vraie réussite. Autrefois, ça se finit plutôt à la prison. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je ne pense pas que ce soit propre à la sécurité privée. Je veux dire, nous sommes, comme beaucoup de métiers de service, à la recherche de femmes et d'hommes pour assurer des missions qui, parfois, sont des missions difficiles, à contre-courant de ce que les uns et les autres peuvent souhaiter dans leur quotidien. Gardiennage se lever tôt, la nuit. Se coucher tard, travailler la nuit, travailler le samedi, le dimanche. Ça n'est pas parfois le projet que des parents peuvent faire pour leurs enfants, et encore moins pour leurs enfants, dans un moment où tout se transforme. Mais il n'en reste pas moins que nous avons, dans les 170 000 personnes que nous employons au quotidien, des femmes et des hommes issus de tous les milieux, d'une grande diversité, qui, pour certains, ont trouvé là le moyen, en effet, comme le dit justement Olivier Assine, de monter sur le plan social, d'acquérir des compétences et d'épanouissement. Mais à côté de cela, les conditions de leur recrutement, de leur formation, de leur accompagnement sont évidemment très, très, très particulières. Et il faut que les entreprises aient la possibilité de mettre en place un management qui soit dédié. Et c'est souvent d'ailleurs là que le bas blesse, parce que dans une conjoncture économique où tout est très tendu et où l'acheteur public d'ailleurs, qui est le moins exemplaire, et privé, fait en effet pression, c'est terrible. C'est terrible. Le fameux moins 10 ans. Vous dites, attendez, c'est ce prix-là où vous n'aurez pas le marché. Qui souvent d'ailleurs conduit à ce que les prix, notamment dans la puissance publique, soient en deçà du prix de revient nécessaire, favorisant ainsi d'ailleurs la forme de sous-traitance illégale que vient de pointer Olivier Assine à juste titre et qui doit disparaître. Quand même, sur la notion d'insertion sociale, vous l'avez dit, il y a évidemment ceux qui vont réussir à grandir, à construire une famille, à trouver leur place dans la société. Certains arrivent de pays étrangers, ont réussi à trouver leur place. D'autres finissent en prison parce qu'ils ont dérapé. Oui, excusez-moi, parce que je le dis, ce qui est le cas très rarement, mais ça m'est arrivé la semaine dernière que un de mes agents a tabassé un autre et ça se finit difficilement là. Bon, ça se finit. Ça c'est le mauvais exemple, mais il nous arrive aussi d'avoir des agents qui font malheureusement l'objet d'agressions très très graves. Il y en a eu un notamment réclamant tout simplement dans sa mission le pass sanitaire en province la semaine dernière, qui a été violemment agressé par un coup de couteau. Donc certes, on peut pointer ce qui ne va pas, mais à côté de ça, il y a des femmes et des hommes qui font un travail très noble. Mais le métier de demain, parce qu'on espère tous que la crise Covid doucement va s'estomper, on l'espère, mais il y a le variant Delta qui semble s'apaiser.
la formation, concrètement, certains évoquent des pistes, se disent mais s'il y a une pénurie, pourquoi pas le donner à des étudiants, créer un débouché pour des jobs d'étudiants. Ça vous semble saugrenu tout ça ou pas? Il y a des formations en sécurité. Il faut savoir quand même qu'en France, il y a des masters, on me disait, je ne sais pas si c'est le cas, 50 masters en matière de gestion de risque et de sécurité. Donc il y a quand même des formations dans le domaine. Voilà, c'est pas du contrôle de passe sanitaire. Enfin, vous en conviendrez avec moi. On est d'accord, mais je donnais une formation à Nancy, au DU de l'université de Nancy. J'en fais la promotion parce qu'il est vraiment très bien. Et il y avait 2 agents de sécurité. Et justement, qui souhaitaient évoluer, donc, et qui souhaitaient connaître de nouvelles problématiques, aller sur les technologies de sécurité. Claude en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a pas mal de choses. Vous nous demandiez tout à l'heure l'évolution du métier de la sécurité. L'évolution, il va être technologique, c'est-à-dire on va utiliser de plus en plus de tablettes, d'outils connectés, de plateformes. Voilà, donc il va falloir qu'ils soient extrêmement agiles technologiquement. Et puis aussi, il y a un sujet qu'on évoque peu, c'est la question des langues. Moi, je le vois à travers mes agents. Ceux qui parlent 3-4 langues sont mes meilleurs agents. C'est-à-dire, on a besoin on est souvent dans des univers multilingues. Et si vous voulez vendre à votre client, il faut avoir des agents de sécurité qui soient en capacité, notamment pour les sièges sociaux, de parler plusieurs langues. D'ailleurs, ce sont souvent, quand on parle un tout petit peu avec ces agents de sécurité, quand on a l'occasion de pouvoir échanger, on voit que ce sont des gens qui ont eu des histoires souvent assez incroyables, qui ont quitté leur pays. Ce sont belles histoires humaines. Des histoires humaines, ce sont parfois des migrants qui, à la force de l'énergie, ont réussi et qui parlent anglais, qui parlent plusieurs langues. Ce sont des histoires incroyables. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos salariés de la société dans laquelle ils sont et ils évoluent? Comment ils regardent ce monde? Puisqu'ils l'ont en contre-champ, le monde. Ils sont postés et ils accueillent des gens qui vont faire leurs courses. Donc ils le voient, le monde. Alors déjà, ce que je disais, c'est moi je vois très souvent des gens passionnés par leur métier. C'est-à-dire que la sécurité, on y prend goût et on y trouve un intérêt. Donc ça, c'est la première chose. Après, ils aiment leur métier. Ils aiment leur métier, mais aussi c'est les premières lignes par rapport à toutes les difficultés de notre monde actuel, qui est un monde plutôt agressif, violent, un civil, et ils doivent gérer eux-mêmes la misère sociale. Moi, je gère la sécurité de préfecture et de voilà où les gens demandent leurs papiers. Donc, c'est eux qui sont en première ligne pour assurer que ça demande beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid. Et je vous dis, parler plusieurs langues, être médiateur, enfin des qualités, mais c'est eux qui voient effectivement qui peuvent le mieux vous informer de l'évolution de notre société. Ce sont des capteurs. Ce sont des merveilleux capteurs bien sûr. Qui, lorsqu'on écoute, vous permettent de comprendre quelles sont les zones où aujourd'hui, en effet, la société se tend. On ne les écoute pas suffisamment et bien souvent, ils sont pas reconnus. Presque méprisés d'ailleurs, y compris par les autorités politiques qui les reconnaissent quand la situation est grave et que les effectifs de police, de gendarmerie ne sont pas suffisants. Sous-catégorie. Et oui, ils les considèrent un peu comme des supplétifs utiles et nécessaires, mais qui ne s'inscrivent pas véritablement dans une stratégie de sécurité intérieure du pays. Alors, les métiers ont eux-mêmes une responsabilité, c'est que si on veut gagner cela, il faut convaincre aussi l'opinion publique que les 320 000 personnes sur le territoire national, tout métier confondus, c'est-à-dire l'intelligence, le transport spécialisé, les prestations humaines, la sécurité événementielle, les agences de protection physique de personnes, les agences de renseignement, la surveillance traditionnelle dont on parle, 320 000 personnes, de 25 000 entreprises et près de, bien évidemment, 17 milliards de chiffre d'affaires. La cybersécurité qui offre des opportunités considérables dans les 5 ans qui viennent. Absolument. À la sécurité physique. Absolument. Donc, quand Olivier disait tout à l'heure, ce sont des gens passionnés, c'est vrai, et il faut leur offrir la possibilité d'avoir un autre avenir que celui simplement d'être là devant un immeuble pour contrôler un mouvement. Il faut leur donner l'envie d'évoluer, d'apprendre de pouvoir, à l'intérieur de l'ensemble de cette filière, faire des métiers différents tout au long de leur vie professionnelle. Avant de nous quitter, le temps passe très vite avec vous, c'est passionnant. La formation, le débat qui a été posé sur les fichiers S, parce qu'il y a cette question qui est posée, la formation, le contrôle, le fait que les personnes qui vont me contrôler ou qui
qui vont encadrer ne soient pas elles-mêmes potentiellement un risque. Cette question, elle est posée. Sauf qu'a priori, et Claude peut-être pourra compléter, mais c'est quand même, comme il l'a dit, une profession réglementée. Il y a le Conseil national des activités privées de sécurité. Donc il faut un document qui atteste... Tout à fait. Donc normalement, nos agents n'ont pas de soucis et n'ont pas d'antécédents. Ce que vos auditeurs doivent savoir, c'est que personne ne peut être sur le terrain dans des conditions légales sans disposer d'une carte professionnelle. Cette carte professionnelle est délivrée par un organe qui contrôle notre profession. Et qui fait un criblage. Et qui fait un criblage et qui vérifie qu'il n'y a pas d'antécédents. Voilà. Et puis en même temps, il y a une formation, 3 semaines, indispensable. Et si vous n'avez pas cette formation de base, vous ne pouvez pas obtenir votre carte professionnelle. Donc la loi a déjà réglé les conditions de l'accès des femmes et des hommes en ce métier. Par conséquent, ceux qui sont sur le terrain, sauf à être employés de manière illégale, cela peut se produire, sont des femmes et des hommes qui disposent véritablement d'un agrément pour le faire. Mais nous sommes d'accord que la responsabilité en cas d'utilisation illégale d'agents de sécurité, c'est la grande surface qui a recruté en déléguant ce pouvoir à une entreprise sous-traitante. Ça n'exonère pas l'employeur de ceux qui sont dans l'illégalité de ses responsabilités, mais il y a une responsabilité solidaire. Ça éclaire ce qu'évoquait Olivier Assy tout à l'heure sur l'idée de réduire le plus possible la sous-traitance et de travailler en direct parce que vous connaissez votre personnel, parce que vous l'accompagnez et que vous le suivez. La sous-traitance est utile quand elle permet de donner une spécialisation complémentaire dans une solution globale. Quand on a un besoin Mais précis. quand il s'agit d'abaisser anormalement le prix de vente et donc de ne pas rémunérer dans des conditions régulières le salarié, elle doit être évidemment détruite. Olivier Assy. Un point important, on en discutait avec Claude sur la question du prix. C'est si on veut faire progresser notre profession, si on veut avoir moins de sous-traitance, si on veut avoir des cadres intermédiaires et des échelons justement à gravir, et il faut que aussi nos clients comprennent qu'il faut payer un peu mieux et non pas être vraiment au prix le plus bas. Et qu'on leur offre une solution, et pas simplement une heure de main-d'œuvre. C'est ça. Il y a quand même, dans ce que vous évoquez, quand même un peu de mépris à l'égard de cette population de salariés, 320 000, qui sont un peu des sous-catégories professionnelles. En tout cas, c'est ce que vous nous dites. La profession, indépendamment des salariés, j'imagine que les entreprises là voient leur chiffre d'affaires exploser, non ? Non, pas tous. Non, mais j'essaie de... certaines entreprises, en effet, de surveillance humaine fortement implantées dans les centres commerciaux ont vu une demande forte. Donc dans les milieux hospitaliers, oui. Elle va vraisemblablement être régulée par l'annonce qui a été faite aujourd'hui de la suppression du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Donc tout ça est en train de bouger. Décision du Conseil d'État mercredi, hein. Tout à fait, mais probable. Et donc tout cela va évidemment modifier les périmètres de demande. Il y a, oui, une forte demande, mais que la profession, de toute manière, globalement, pour les conditions que j'ai indiquées, ne peut pas toute seule, évidemment, absorber. C'est ça. Et puis par rapport à ce que dit Claude et ce que vous dites, vous avez une augmentation. Moi, je constate effectivement une augmentation de mon chiffre d'affaires. Il n'y a aucune difficulté à ça. En revanche, quand on parle bénéfice, c'est plus compliqué. Donc c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire que la négociation avec les donneurs d'ordre est compliquée. Tout à fait. Oui, et nous ne pouvons pas être considérés que comme des métiers de l'urgence. Nous avons des fonctions sociales fortes quand nous assurons la sécurité d'un bâtiment ou d'un espace tout au long de l'année. L'urgence, c'est possible, mais à condition que nous soyons rémunérés pour le faire. Tiens, avant de nous quitter, il nous reste un tout petit peu de temps. Je me disais comme ça en préparant l'émission que ces questions qui sont quand même relatives à l'intimité des Français, c'est vérifié sur un barcode, le nom, le prénom. Je me disais, mais tout ça aurait dû être géré par le régalien et pas par d'entreprises privées. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Vous dites, après tout, nous, ça fait vivre nos entreprises, mais est-ce que c'est du régalien ou est-ce qu'on peut le déléguer à des entreprises privées ? En tout cas, on met nos agents en difficulté. C'est très clair. Ce que vous dites est juste, et moi, je le vois. Et effectivement, des personnes qui ne veulent pas communiquer. Et effectivement, vous savez l'âge de la personne, enfin, vous avez un certain nombre... Mais lui n'est pas assermenté, cet homme, en face, il ne peut pas... Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'ils font, d'ailleurs ? Ils appellent la police ? Ils appellent d'abord l'exploitant, qui est responsable du périmètre dans lequel il intervient, et c'est l'exploitant qui fait intervenir, le cas échéant... Vous avez beaucoup de remontées, Claude Tarlet, la difficulté ? On en a, mais relativement peu, globalement, à la présence qui est la nôtre. Une bonne intelligence sur le terrain. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que l'État, pour répondre clairement à la question, ne peut plus, ne sait plus, ne veut plus, n'a plus parfois les moyens... C'est le débat d'avant Covid, ça, d'ailleurs. À cette montée en exigence de sécurité de la population elle-même. Donc l'entreprise privée, qu'elle accompagne, qu'elle installe des systèmes, qu'elle télétransporte, télésurveille ou assure des prestations, voit un marché, évidemment, qui est un marché
du privé qui se développe. Je veux simplement dire que l'État ne doit pas faire de confusion. Il lui appartient de régler l'ordre public. C'est sa responsabilité. Nous devons avant tout satisfaire nos clients. C'est ça notre raison d'être. Gagner de l'argent, maintenir et développer des emplois et produire des solutions. Nous ne sommes pas sur le même terrain, même si nos entrepreneurs ont un sens élevé de leurs responsabilités et des valeurs de la République. Donc c'est pas l'ordre public, c'est la sécurité et les besoins de vos clients. Absolument. Parfois, on a le sentiment que la frontière est assez Non, la nôtre est fine. claire. La vôtre est très claire. C'est un plaisir, messieurs, de vous accueillir. Olivier Assid, vous êtes à la tête aujourd'hui de cette entreprise dont vous allez reciter le nom. Sinogard. Sinogard, vous y étiez passé il y a 25 ans et vous en prenez les rênes là depuis janvier dernier. Réussir professionnellement en 22 leçons, vous viendrez nous en parler dans ce livre, dans Smart, dans notre rubrique livre de Smart Job, parce que je pense que j'ai envie de le lire, ce livre. D'abord, j'ai envie de savoir ce que vous avez écrit. Je demanderai à vos services de me... Exactement. J'aimerais bien vous inviter pour qu'on en parle, parce que c'était exactement le cœur de notre émission. Claude Tarlet, merci. Je vous en prie. Venu nous parler à cœur ouvert, président de l'Union des entreprises de sécurité président privée, de la Fédération française de la sécurité privée. Il s'agit d'une des organisations qui s'occupe de la surveillance humaine. Le champ qui est le mien aujourd'hui est plus large. La FFSP. Absolument. Et vous en avez la présidence. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau. On termine notre rubrique, vous savez, par fenêtre sur l'emploi. Et aujourd'hui, c'est Thierry Bismuth. Il ne fera pas de poème aujourd'hui et il ne va pas réinventer le code du travail. Non, il va nous parler des recruteurs. Les recruteurs, ce ne sont pas nos psys. Voilà ce qu'il est venu nous dire. Fenêtre sur l'emploi avec aujourd'hui Thierry Bismuth. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ah, grande forme. Oui, je vous trouve très en forme, Thierry Bismuth, réseau Odyssée RH, faut-il le préciser. Alors, aujourd'hui, on met de côté les contrats de travail, on oublie la poésie, mais là, on revient sur des sujets qui sont dans le cœur de votre métier. Vous soulevez un sujet, le recruteur, c'est pas votre psy. Alors évidemment, le propos comme ça est un peu poussé, mais c'est vrai que je dois faire une confidence ici, c'est que les recruteurs aussi s'ennuient parfois en entretien. C'est vrai qu'on oublie de se mettre à leur place quand on est en recherche d'emploi. Mais quand on est candidat, on aimerait avoir un modèle de créativité, de bienveillance, d'écoute. Sauf que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et à la place du professionnel un peu infaillible qu'on aimerait avoir en face de nous et qui nous juge, on a parfois tout simplement un homme ou une femme fatigué. Qui baille parfois, qui s'y ennuie et qui doit cocher des cases tout simplement, faut pas l'oublier. Alors, est-ce que créativité, oui ou non? Travail d'équipe, oui ou non? Gestion du stress, oui ou non? On oublie qu'on rêve d'avoir un croisement entre Mère Teresa en termes de bienveillance et Léonard de Vinci pour essayer de transposer notre métier. Ouais. C'est rare. Et puis finalement, on a quelqu'un de fatigué, de lassé, qui doit quand même, lui, remplir une fiche de poste, c'est-à-dire voir si on rentre dans les cases qu'on lui a imposées. Alors, vous nous dressez quand même aujourd'hui, je sais pas, vous êtes en forme, enfin, vous nous dressez un portrait un peu noir et cynique, quoi. Non, mais il y a quand même des recruteurs qui se passionnent. Non, mais j'ai que 7 minutes, alors je noircis un peu le trait, c'est vrai. 7 minutes, c'est énorme. Non, vous avez raison de dire que beaucoup de recruteurs me diront mais il exagère, c'est pas toujours comme ça que ça se passe et ils ont raison. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que le candidat, lui, s'il veut le job, il ne peut pas se permettre le luxe de ne pas savoir si en face de lui, il a quelqu'un de réactif, de créatif, de bienveillant ou au contraire quelqu'un qui est fatigué. Alors moi, mon conseil au candidat, puisque c'est là mon rôle, c'est de dire, fait là ? Fais comme si tu avais un recruteur normal et puis espère avoir une exception. Alors, comment on fait ça ? Bah oui, comment on fait ? Premier conseil, d'abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que vous disiez. En tant que recruteur, je ne suis pas ton psy. Ça veut dire que si tu es candidat, tes états d'âme, ton parcours depuis le bac, tes 3 managers toxiques, c'est assez rare et parfois on entend des gens nous dire j'ai pas eu de chance. Le divorce de tes parents. Voilà, exactement. Les 3 changements de métier parce que je m'ennuie vite. Tout ça, je ne veux pas le savoir, je n'ai pas besoin de le savoir et même ça m'inquiète. Donc, ça, c'est vrai. Il ne faut pas tout me dire. Si j'étais ton psy, si je facturais la consultation et que j'étais sur un canapé, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, on est dans quelque chose qui ressemble aussi à un acte de vente. C'est un moment de vérité, mais c'est aussi un acte de vente. Et donc, l'intérêt du candidat, c'est de pouvoir filtrer un peu les informations, sachant que, se mettant à ma place, moi, je dois cocher des cases. J'ai un cahier des charges. Et le rôle du candidat, c'est de me permettre de cocher des cases. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur... Il ne faut pas tout dire, parce que c'est ça que vous nous dites. Exactement. On a un objectif en tant que candidat. Et c'est très simple, parce qu'en général, les cases que je dois cocher, je les ai écrites quelque part sur mon offre d'emploi. C'est-à-dire que quand j'ai rédigé mon offre d'emploi, quand j'ai réalisé mon site web RH, j'ai indiqué quelles étaient les valeurs, quels étaient les savoir-être, les qualités que je cherchais. Donc le premier métier du candidat, si je dis comme ça, si je pouvais le dire comme ça, c'est de préparer son entretien de la manière suivante. Parce que souvent on dit qu'il faut préparer, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Se préparer, c'est pas mieux se connaître soi-même. C'est identifier les critères que je cherche en tant que recruteur. En fonction de ce qui a été écrit dans l'offre d'emploi. Et surtout d'être capable de créer les passerelles. Par exemple,
Alors, il y a des choses très simples. Si par exemple j'ai été en home office pendant 2 ans et que dans l'offre d'emploi il y a marqué autonomie demandée, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir comment on va relier les points. Mais tout le talent d'un candidat, ça va être d'être capable de créer des passerelles. Quand il n'y en a pas beaucoup. Exactement, quand c'est moins évident pour le recruteur que je suis, qui parfois manque de créativité à ce Qui va moment-là. se dire, ah bah tiens, c'est pas bête ce qu'il me dit là. Oui, par exemple, si je postule à un poste de commercial et que, évidemment, on va me demander si j'ai la capacité de prospecter, si j'ai la persévérance pour passer 30, 50 ou 100 coups de fil par jour, par exemple. J'ai peut-être jamais été commercial et je n'ai jamais peut-être prospecté de manière aussi intensive. Mais si, alors, j'ai été, je sais pas moi, danseuse, j'ai fait la danse classique pendant 12 ans, de manière un peu professionnelle quand même. Ça, c'est de la persévérance. Exactement. Et ben, je vais pouvoir dire que passer 3 heures par jour sur des demi-pointes, ça demande quand même une résistance à la frustration et à l'échec qui est au moins égale à celle qu'on peut avoir quand on est commercial. Donc, le rôle du candidat, c'est ça. Je prends un autre exemple. Si on me demande de la créativité sur les annonces, je peux tout à fait effectivement dire, par exemple, sans que le recruteur ne me l'ait demandé, que si je suis fan de jeux de rôle, eh bien, le jeu de rôle, ça demande de créer des scénarios, de créer des récits. Et donc, c'est pas la créativité qu'il attendait sur sa fiche de poste, mais je l'ai aidé, alors qu'il aurait peut-être pas fait seul, à relier les points. Enfin, l'entreprise, c'est aussi un jeu de rôle. Hein. Oui, ça en est un également. On n'est pas très très loin. Et comment on met ça en pratique concrètement, Thierry? Alors, le premier piège bien involontaire que vous dresse souvent un recruteur, c'est que par habitude, il va vous dire raconte-moi ta vie. Alors, il ne le dit pas comme ça, racontez-moi votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, quelle a été votre expérience. C'est un piège bien involontaire parce que plus vous allez parler de vous, plus il va s'ennuyer en vérité. Et donc, il y a une façon très simple, un moyen mémotechnique de ne pas tomber dans ce piège involontaire, c'est toute phrase qui commence par je finit par vous. Et donc à chaque fois que vous allez commencer, on va le chercher pour aller justement mettre en lien le jeu, c'est-à-dire un moment de mon parcours, avec dans les 2 minutes qui suivent, un lien avec une expérience qui pourrait l'intéresser ou un critère qui est le sien. Ou je ne sais pas ce que vous en pensez, ou on oui, peut aller par exemple, vous pouvez aller le chercher sur la question, alors ça peut, mais il faut le faire très finement parce que parfois la ficelle est un peu grosse. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de dire par exemple, j'ai changé 3 fois de métier, donc si je m'arrête là, le recruteur va se dire oui, donc il est instable. Donc je ne vais pas vous laisser faire ce calcul-là. J'ai changé 3 fois de métier et donc j'espère avoir démontré ma capacité de m'adapter que je crois avoir vu dans votre annonce. Donc vous voyez, je ne vais pas vous laisser dresser la conclusion de mon parcours. Je vais vous aider à en dresser une autre. Et ce qui peut paraître négatif doit être transformé comme une arme positive. Bravo. Je n'ai pas travaillé dans votre secteur d'activité. Si je m'arrêtais là, le recruteur pourrait se dire je vais peut-être trouver quelqu'un qui le connaît. Je n'ai pas travaillé dans votre secteur et donc j'ai vu que vous cherchiez des gens créatifs. Je vais sûrement pouvoir apporter des idées neuves que quelqu'un qui a fait 10 ans dans votre univers ne pourrait pas apporter. Oui, c'est donc un travail extrêmement dialectique. Est-ce que c'est pas un peu artificiel tout ça? Oui, vous avez raison de dire que... alors, d'abord vous dire que quand on joue aux échecs, on peut soit pousser les pions au hasard, soit avoir une stratégie. Eh bien, moi, j'estime que c'est de l'ordre de la stratégie, un peu comme quand on joue aux échecs ou lorsqu'on fait un acte de vente. Ce que je veux quand même vous dire, c'est que ça ne nuit pas au tempérament, à ce que vous êtes. C'est un outil que vous mettez au service de votre recherche d'emploi, au service de l'entretien pour le valoriser, mais ça ne changera pas qui vous êtes ni votre tempérament. Donc, ça veut dire très concrètement, les 3 conseils que vous nous donnez, c'est ne vous étalez pas comme un camembert coulant en vous allongeant sur le divan. Ça, c'est pas la peine d'y penser. À chaque fois que vous exprimez une idée, demandez-vous si elle vous sert ou si elle vous dessert. Si elle vous dessert, elle n'a pas sa place à l'entretien. Dernière question, véritablement, ça, je me tourne vers le recruteur, exactement en rapport avec ce que vous nous dites. Est-ce qu'il faut aussi faire on l'évoquait tout à l'heure dans notre débat, une sorte de criblage du profil RH pour savoir quelle est la personne, ses loisirs, ses hobbies? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à même aller chercher ses hobbies? On sait qu'elle est passionnée d'un sport, elle a même eu un titre en équitation. On se dit, tiens, je vais aller la chercher là-bas. Alors, en tant que recruteur ou en tant que candidat? En tant que candidat, j'utilise mes hobbies. En tant que candidat, j'utilise mes hobbies pour les mettre au service de la recherche de mon client. Et voir si ça peut coller. Exactement. J'ai fait de l'équitation. Est-ce que ça dit peut-être quelque chose de ma relation à l'animal? Est-ce que c'est quelque chose que je peux utiliser si ça correspond à un des critères du client? Il faut faire un profil, cibler la personne qui va nous accueillir, c'est-à-dire le DRH, pour se dire, tiens, lui, il aime ça, elle n'aime pas ça. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire s'il aime le rugby, on va parler rugby, ça va bien se passer. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais disons que ça peut jouer. Après, le hasard voudrait que vous ayez les mêmes passions que lui. Ce qu'il faudrait éviter, c'est de s'inventer un hobby qui serait le sien, ça ne marchera pas. Ouais. Je préfère que vous mettiez vos propres hobbies au service de votre présentation plutôt que d'aller chercher un faux intérêt pour un univers qui serait le sien. Oui, puis il suffirait que le DRH vous pose une vraie question technique, et puis là, vous êtes mort. J'allais vous le dire, tout ce que je vous ai présenté, ça ne consiste jamais à mentir. Simplement de mettre en évidence le lien avec vos vraies passions. Ne mentez jamais, mais utilisez vos atouts. Ça me semble bien plus prudent d'être honnête et ne pas mentir.
Merci Thierry Bismuth, Odyssée RH, pour votre passion, votre énergie que vous mettez comme ça sur notre plateau. Chaque semaine, c'est terminé. On se retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Je remercie toute l'équipe, Fanny Griesmer, évidemment, Margot Ruot. Je remercie notre réalisateur Romain Luc et Alexandre au son, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à vous qui nous regardez et merci évidemment à tous ceux qui réagissent sur Internet et qui viennent ici sur notre plateau parce que, évidemment, ils font vivre cette émission. Je serai là demain. Bye bye.